Quelle que soit leur époque, les tueurs les plus redoutables disposent toujours des meilleurs outils. Ce prédateur était sans doute aussi un vrai champion de la boxe orientale. Il avait des mâchoires très puissantes, garnies de dents épaisses et redoutables. Ils mordaient et s'accrochaient à leur proie. Au cours des millénaires, leur évolution poursuit un unique objectif, l'apprentissage du parfait carnage. L'attaque d'un prédateur est aussi précise que n'importe quelle formule mathématique. Dans la lutte qui oppose les prédateurs à leur proie, les super-armes ne disparaissent jamais. Car elles sont recyclées d'air en air, afin que la planète n'oublie jamais le règne des assassins de la préhistoire. Depuis le début de la vie sur Terre, les règles de la survie sont simples. Il faut tuer ou être tué, manger ou être mangé. Et s'il faut tuer pour survivre, on apprend rapidement à le faire. On assiste à une escalade entre les prédateurs et leurs proies. Au fil du temps, les proies développaient des armes antiprédatrices et, par conséquent, les prédateurs devaient évoluer pour neutraliser ces armes. Ils s'adaptaient progressivement aux nouvelles capacités de leurs proies. Les mâchoires d'acier, les crocs meurtriers, le venin anticoagulant ont toujours fait partie de l'arsenal des prédateurs. Et le processus de transmission de ces traits a même un nom, l'évolution convergente. L'évolution convergente est très cool, car les résultats d'une telle évolution sont applicables à différents types de scénarios. Elle n'a qu'un but, promouvoir la survie de l'espèce. Chaque arme fatale est d'abord rodée par un pionnier préhistorique. Commençons par la griffe meurtrière. Son propriétaire, le dinosaure Deinonychus, est un assassin professionnel rapide et efficace. Grâce à ses deux serres en forme de serpe, le Deinonychus peut non seulement taillader, mais même éventrer sa proie. Ce proche parent du célèbre Vélociraptor mesure un peu plus de 3 mètres de long et il pèse plus de 68 kilos. Il a de grandes mains griffues et des mâchoires puissantes, garnies d'une 60aine de dents acérées. Mais les deux serres monstrueuses des pattes arrière du Deinonychus sont de loin ses armes les plus meurtrières. C'était très certainement l'arme fatale du Deinonychus. En fait, le nom du prédateur prouve son importance. Le mot Deinonychus signifie « terrible griffe ». Retournons de 115 à 108 millions d'années en arrière. Le Deinonychus arpente les deltas, forêts et lagunes fertiles d'un territoire qui englobe aujourd'hui le Montana, le Wyoming et l'Oklahoma. L'espèce occupait une bonne partie de la zone continentale des États-Unis. Elle vivait donc dans de nombreux habitats et devait vraisemblablement exploiter des proies assez diverses, des petits animaux jusqu'aux dinosaures de bonne taille. Ce devait être un superbe généraliste. Imaginez un croisement d'aigle et de loup ou quelque chose du genre. Malgré sa taille réduite, le prédateur utilise ses deux serres pour déchiqueter presque toutes les espèces de son environnement. Rappelez-vous les troupeaux de vélociraptors en chasse du film Le Parc Jurassique et leurs énormes griffes d'oiseaux. Vous aurez alors une image du Deinonychus. Il ressemblait vraiment à un oiseau. Les premiers prédateurs ayant développé des griffes pour s'agripper et empoigner sont les tétrapodes, des amphibiens qui se sont aventurés sur la terre ferme il y a plus de 360 millions d'années. Plus de 210 millions d'années plus tard, de nouveaux assassins sortent des eaux, les dromaeosaures, des dinosaures prédateurs aviaires, mais incapables de voler. Également connus sous le nom de raptors, ils se servent de leurs griffes acérées pour tuer leurs adversaires. De nos jours, de telles griffes sont l'apanage de rapaces comme les faucons et les aigles, qui utilisent leurs griffes pour percer ou écraser leur proie. En fait, on voit l'évolution à l'œuvre dans les morphologies qui se répètent. La griffe classique en forme de serpe apparaît régulièrement. Elle existait chez les dinosaures, naturellement, et ensuite on revoit cette caractéristique chez des mammifères ayant vécu au cours des derniers 65 millions d'années. Le smilodon, un félidé aux canines très prononcées, abattait ses proies avec ses pattes avant. Cette forme de griffe semble très efficace. C'est un exemple parfait d'évolution convergente, car elle ne cesse de réapparaître à travers le temps.
Le Deinonychus maximise peut-être l'impact de ses griffes en chassant en bande, comme l'oiseau des temps modernes. Les oiseaux chassent de façon coopérative et on a toutes les raisons de croire que les raptors faisaient de même. Ces dinosaures avaient des cerveaux très développés et ils étaient de redoutables prédateurs. Cette technique de chasse permet sans doute au Deinonychus de vaincre des proies plus imposantes, comme le Thénontosaure, un herbivore assez costaud. Le Thénontosaure ne se laissait pas tuer docilement. Il mesurait de 5 à 6 mètres de long. Il pesait 1 tonne et il possédait une très longue queue musclée. Il avait aussi des pattes arrière armées de 4 griffes acérées. Non, il n'était pas facile à abattre. Il est fort possible que les bandes de Deinonychus utilisent une tactique de diversion pour duper des adversaires plus massifs. Imaginez une bande de 5 ou 6 prédateurs qui se divisent en paires ou en trio. La vitesse des Deinonychus est sans doute étonnante. On peut supposer que certains membres de la bande bloquaient sa route d'évasion à l'avant, pendant que d'autres l'attaquaient par l'arrière et des deux côtés. Les pattes arrière du Deinonychus portent son arme la plus dangereuse, des griffes mortelles. Le deuxième orteil possédait une grosse griffe en forme de serpe. L'animal l'élevait en l'air pour la protéger pendant sa course. Il s'appuyait sur les 3 autres orteils seulement. Quand il voulait attaquer, il pliait cet orteil et tailladait l'adversaire avec sa griffe. Le paléontologue Lawrence Whitmer et ses étudiants ont étudié un assortiment de griffes pour comprendre leur fonctionnement. En étudiant les pattes d'un droméosaure comme le Deinonychus ou celle de son célèbre cousin le Vélociraptor, on voit qu'ils gardaient 2 ou 3 orteils sur le sol, mais qu'ils avaient aussi une petite griffe dressée en l'air. On croit qu'il s'agissait d'une arme très puissante. Contrairement à eux, les oiseaux de proie modernes, dont le faucon, ont 4 serres par patte, parfaitement alignées. Les rapaces comme ce faucon n'utilisent pas leurs pattes pour courir. Bien sûr, ils peuvent sautiller par-ci par-là, mais ils préfèrent voler et se servir de leurs petites griffes comme des armes. Le rapace attrape sa proie dans ses pattes, puis ses muscles se contractent et ils font bouger la patte, un peu comme une télécommande. Si je tire sur ces muscles, vous verrez les griffes se serrer. Puisqu'ils volent, les serres des oiseaux de proie ne s'émoussent pas au contact du sol. Mais le Deinonychus garde seulement une griffe acérée comme un rasoir et il court sur les 3 autres. Un animal qui court sur ses pattes arrière n'arrivera jamais à garder toutes ses griffes en état de combat. Des créatures comme le Deinonychus et le Vélociraptor possédaient cette incroyable caractéristique. Pendant le combat, le Deinonychus enserre sa proie dans ses pattes avant et se sert des 2 griffes de ses pattes arrière pour la terrasser. Il la roue littéralement de coups. Le Deinonychus devait être un véritable engin de destruction. Ce prédateur était aussi un vrai champion de la boxe orientale. Il utilisait les griffes de ses pattes avant pour s'accrocher à sa proie, et les griffes de ses pattes arrière devaient lui permettre de taillader profondément son adversaire et même de l'éviscérer. C'était la fonction principale de la griffe en serpe du Deinonychus. Après avoir éventré la proie, la bande finit le travail avec ses dents. Les Deinonychus avaient une 60aine de dents qui étaient faites pour déchirer la chair de la proie et en arracher de gros morceaux pour la dévorer. Les rapaces contemporains écrasent et mutilent toujours leur proie avec leurs serres. Mais le Deinonychus a disparu de la planète depuis 100 millions d'années. Les griffes sont certes utiles pour dépecer une proie, mais d'autres prédateurs préfèrent attaquer de front.
Chasseur de tête. Dans le règne animal, cette expression désigne un prédateur dont la tête est l'arme dominante. Les assassins les plus mortels de tous les temps, les tyrannosauridés, les célèbres lézards tyrans, ont poussé cette technique de massacre jusqu'à la limite. Le Dasplétosaure, compte tenu de sa taille, combinait la force brute à une grande vitesse. Les Dasplétosaures étaient de superbes bêtes de combat. Ils mordaient et s'accrochaient à leur proie. Le Dasplétosaure, un tyrannosauridé de 9 mètres de long qui peut peser de 1800 à 2700 kilos, ne se sert pas des griffes de ses petites pattes avant pour attraper ou tuer ses proies. Il se sert exclusivement de son terrible crâne. Son crâne massif mesure plus d'1 mètre de long. Il est d'une grande robustesse et les os soudés de son nez augmentent sa résistance. De plus, les pattes longues et musclées du Dasplétosaure lui permettent de rattraper rapidement ses proies. Son cou plus court ou muscles massifs l'aidait à utiliser ses énormes mâchoires. Elles étaient très puissantes et garnies de dents épaisses et redoutables. Il pouvait donc terrasser des herbivores plus gros et plus forts que la plupart des autres prédateurs préhistoriques. L'apparition du Dasplétosaure signale une importante évolution dans l'espèce des tyrannosauridés. Impatients de terrasser des proies plus grosses et plus agressives, les tyrannosaures sont devenus plus puissants. Le Dasplétosaure a été le premier lézard tyran robuste et solidement bâti. Après lui, d'autres tyrannosaures encore plus grands et plus résistants ont vu le jour. Reculons de 80 à 73 millions d'années. Les Dasplétosaures dominent les plaines inondables fertiles qui couvrent le territoire du Canada actuel jusqu'à l'État du Montana. Ils sont les fruits d'une combinaison mortelle de puissance et de rapidité. On parle d'un animal qui avait la force et l'agressivité d'un tyrannosaure roi, tout en profitant de l'agilité des tyrannosauridés plus petits. Sa puissance, sa rapidité et son crâne meurtrier permettent au Dasplétosaure de décimer la faune du Crétacé tardif, riche en délicieux herbivores, comme le Corythosaure. Comme nos prédateurs actuels, le Dasplétosaure devait parcourir son environnement à la recherche de victimes potentielles. Mais il ne regardait pas uniquement avec ses yeux. Il avait aussi un nez phénoménal. Quand il sentait l'odeur d'un herbivore ou qu'il le voyait brouter au loin, il suivait sa trace en se disant « Ah, j'en tiens un !» Mais un prédateur de 2200 kilos finit toujours par se trahir. Et lorsqu'il fonce vers ses proies, les longues pattes de coureur du Dasplétosaure passent en 4e vitesse. Les pattes fines et les pieds mobiles et allongés du Dasplétosaure l'aidaient sûrement à courir très vite. Il était certainement plus rapide que les hadrosaures et les dinosaures à cornes qu'il voulait tuer pour les dévorer. Mais comment peut-il attraper et terrasser un énorme Corythosaure en fuite? Sûrement pas avec ses petites pattes avant. Les tyrannosaures avaient des bras atrophiés, tout le monde le sait. Ils ne pouvaient même pas toucher leurs dents avec leurs mains. On voit clairement que l'omoplate, l'humérus et la main correspondent aux os de mon propre bras. Le bras du tyrannosaure n'est pas plus gros que le mien. Placez un bras comme le mien sur un animal de la taille d'un rhinocéros et vous verrez que ça n'a aucun sens. Pourquoi les Dasplétosaures sont-ils affligés de bras minuscules s'ils ne leur servent à rien? Au fil du temps, l'évolution a généré des tyrannosaures aux pattes avant de plus en plus petites. Presque toute la puissance des derniers tyrannosaures était dans leur crâne. Les avant-bras étaient devenus superflus. Selon les scientifiques, la nature investit toute son énergie dans le développement d'une tête meurtrière, aux dépens des bras, qui sont voués à disparaître. Si un immense astéroïde n'avait pas percuté la planète il y a 65 millions d'années, et si les tyrannosauridés avaient vécu 20, 30 ou même 40 millions d'années de plus, le Dasplétosaure aurait probablement perdu ses avant-bras. Il serait probablement devenu manchot. Quand le Dasplétosaure rattrape enfin sa proie, les mâchoires de son crâne massif se resserrent comme un étau.
Son crâne jouait un double rôle. Il servait à tuer la proie, mais aussi à la garder prisonnière. Ces mâchoires mortelles sont garnies de dents d'une longueur effarante, fermement plantées dans les gencives. La racine de ces dents est 2 fois plus longue que leur couronne, la partie de la dent qui inflige des dommages. Ces dents avaient une flexibilité de mouvement extrême. De plus, en les regardant de près, on voit qu'elles avaient la forme d'un crampon de rail. Elles pouvaient poignarder, percer, écraser et retenir solidement la proie. En plus d'être un broyeur d'eau, le Dasplétosaure est un prédateur vorace. Ses mâchoires puissantes se plantaient dans la proie. Elles pulvérisaient ses muscles, brisaient ses os et paralysaient l'animal. Le Dasplétosaure pouvait donc dévorer l'herbivore avant qu'il ne meure. Le Dasplétosaure ne fait qu'une bouchée des herbivores locaux. Et pourtant, après un règne de 7 millions d'années comme super prédateur, il disparaît de la surface de la Terre, mené à l'extinction par des lézards tyrans plus gros, plus rapides et plus puissants. Le Dasplétosaure a été la victime d'une évolution réussie. Au fil du temps, bien des espèces ont évolué jusqu'à l'extinction. Elles ont produit des descendants de plus en plus spécialisés. Elles ont généré des espèces plus viables que la leur. Même si de nos jours, les tyrannosaures n'arpentent plus les plaines de la Terre, leur mode de chasse perdure. Et ils nous offrent la preuve de la force de l'évolution convergente. Les canidés et les hyènes modernes correspondent assez bien aux tyrannosaures comme le Dasplétosaure. Quand une hyène ou un loup rattrape une proie, il la grippe entre ses mâchoires. Il n'utilise pas ses pattes griffées pour la tuer. Il se contente de s'appuyer sur elle. Le Dasplétosaure au crâne massif est un grand prédateur. Mais à une époque un peu moins lointaine, un paron de petite taille utilise un corps similaire pour abattre ses proies de façon bien différente. Trapu et bâti comme un pitbull, ce prédateur peut... Un animal pourchassé par un pitbull de 1300 kg et de plus de 2 mètres de haut a de bonnes chances d'y laisser sa peau. Reculons de 65 à 70 millions d'années. En ce moment, le Majungasaurus est le plus gros prédateur de l'île de Madagascar. Contrairement à des tyrannosauridés comme le Dasplétosaure, le redoutable chasseur de tête, le Majungasaurus est petit. Il doit donc se servir de tout son corps comme d'une arme. Cet énorme chien d'attaque, ce prédateur au museau aplati et au crâne élargi, a troqué la taille contre la puissance. Il possède un cou puissant et musclé, des côtes chevauchantes et des jambes courtes mais robustes qui servent à supporter son crâne puissant doté d'une mâchoire inférieure mobile et de 34 dents courtes et brutales. C'était un animal court sur pattes, sans doute. Mais personne n'aurait aimé le croiser dans une ruelle sombre. Bien servi par sa solide constitution de pitbull, le Majungasaurus fait partie de la nouvelle vague des dinosaures théropodes. Des bipèdes à griffes tranchantes, au crâne massif et aux dents carnassières. Son environnement reflète sa propre brutalité. Durant le Crétacé tardif, Madagascar subit de terribles sécheresses saisonnières. Elles déciment la flore dont les grands sauropodes se nourrissent. Et leur malheur fait le bonheur du Majungasaurus. À cause du manque de nourriture, les autres dinosaures et surtout les grands sauropodes qui partageaient son écosystème étaient grandement affaiblis. Et leur faiblesse plaçait le Majungasaurus dans une position extrêmement favorable. Dans ces plaines arides, assoiffées de pluie, le Majungasaurus doit s'approcher furtivement de proies comme le Rapetosaurus, un sauropode gigantesque. Les courtes pattes de l'assassin ne favorisent pas de longues enjambées. L'animal n'est pas fait pour courir sur plusieurs kilomètres, mais pour des sprints soudains et brefs. Le Majungasaurus doit donc s'approcher de sa victime pour la piéger.
Mais comment peut-il attaquer des proies d'une taille bien supérieure à la sienne? On suppose que le Majungasaurus était un prédateur qui mordait pour s'accrocher. Il n'agissait pas comme les tyrannosauridés dont les dents très longues pouvaient taillader ou éviscérer l'adversaire. Le Majungasaurus devait utiliser ses dents relativement courtes pour s'accrocher à sa proie. Plus près du sol que le grand sauropode, il saute peut-être à la gorge de sa proie et y plante solidement ses courtes dents. Les mâchoires du prédateur sont conçues pour remporter des luttes comme celle-ci. En examinant le crâne d'un Majungasaurus, on voit bien qu'il ne ressemble pas à ceux des tyrannosauridés. Il n'est ni long ni étroit. Il est court, mais très large. Ce type de crâne offre une résistance aux mouvements de torsion. En d'autres mots, le crâne du prédateur bouge facilement durant le combat. L'assassin peut tenir assez longtemps pour infliger une blessure mortelle sans que son propre crâne soit arraché ou déchiré. Mais le Majungasaurus n'est pas difficile dans le choix de ses aliments. Et la sécheresse prolongée lui offre d'autres occasions de festoyer. Oui, on sait de sources sûres que cet animal n'était pas seulement un prédateur. C'était aussi un charognard. Il n'hésitait pas à dévorer une carcasse. Même dans ces circonstances, son physique robuste lui est d'un grand secours. Lorsqu'un animal s'alimente régulièrement de carcasses, il bénéficiera grandement de sa capacité à gérer les restes volumineux comme ceux des sauropodes. Ils étaient très difficiles à déplacer et pour s'en nourrir, il fallait pouvoir fouiller et écarter des parties de leur carcasse. La force et la robustesse du Majungasaurus ont dû lui être d'un grand secours lorsqu'il agissait en charognard. La dominance de ce pitbull sur la faune de Madagascar durera 5 millions d'années, car il y a 65 millions d'années, la chute de l'astéroïde qui a déclenché l'extinction des espèces dinosauriennes entre la fin du Crétacé et le début de l'ère tertiaire a mis fin à son règne. Tout l'écosystème de Madagascar a dû être détruit, car la faune moderne a des origines totalement différentes. Pourtant, un prédateur moderne a quelques traits en commun avec le Majungasaurus, le redoutable varan de Komodo. On a comparé les deux crânes, simplement parce qu'ils sont tous les deux très larges. Et parmi les dinosaures théropodes, le Majungasaurus est connu pour son crâne plus large que les autres. Un crâne plus large indique une capacité à supporter le stress extrême d'une lutte brutale. Aujourd'hui encore, le style de combat rapproché et violent du varan, sa façon de mordre et de s'accrocher à l'adversaire, évoque le Majungasaurus de l'ère du Crétacé, et ce, longtemps après son extinction. L'évolution convergente a mené la prédation à un niveau jusque-là inconnu, en créant un animal capable non seulement de mordre et de s'accrocher, mais également doté de mâchoires assez puissantes pour couper les os d'une proie. Et rien, pas même l'extinction du prédateur, ne réussira à éradiquer ce progrès. 22 millions d'années après l'extinction des dinosaures, un nouvel assassin, un mammifère, réussit un véritable exploit. Terroriser des proies partout dans le monde. Contrairement aux théropodes qui ont évolué jusqu'à devenir des oiseaux, le hyénodon est un tueur à 4 pattes. Pendant 25 millions d'années, les mâchoires de cet animal en font le prédateur le plus meurtrier de la planète. Cet hybride a la taille d'un loup et il pèse environ 45 kg. Mais il a le thorax en tonneau et surtout les mâchoires robustes d'une hyène. Pour le voir chasser, il faut revenir de 40 à 25 millions d'années en arrière. On a découvert ses vestiges sur la plupart des continents. Son arme secrète, ses mâchoires. Le hyénodon est si féroce qu'après avoir tué sa proie, il n'en laisse rien. Ni les muscles, ni les tendons, ni même les os. Pour digérer ces matières résistantes, il doit les broyer et les avaler. Et pour y arriver, il a besoin de ces monstrueuses mâchoires. Dans mes mains, je tiens la mâchoire inférieure d'un des grands spécimens de l'espèce, le Hyénodon horridus. Ici, à l'arrière, il avait de grosses molaires tranchantes. Ce sont les dents qu'il utilisait pour déchiqueter sa proie, pour couper ses tendons et broyer ses os. Chez tous les carnivores modernes, on ne trouve qu'une paire de dents tranchantes. Mais le Hyénodon possédait 3 paires de dents carnassières. Cet animal est le résultat d'une longue évolution qui ciblait un seul objectif, la consommation de la viande. Les premières super mâchoires développées dans les océans de la planète il y a environ 450 millions d'années
sont profilées de façon à demeurer hydrodynamiques. Mais sur la terre ferme, les mâchoires larges et courtes conviennent davantage aux luttes des prédateurs contre leurs proies. Un crâne plus court, un peu plus rond, permet d'infliger de puissantes morsures, mais aussi d'y résister. De plus, un ingénieux système intégré garde les dents carnassières du hyénodon bien aiguisées. Au fil des années, les dents tranchantes du hyénodon restaient aiguisées en se frottant les unes contre les autres. En s'usant, au lieu de s'émousser, cette dent pivotait dans l'espace de sa voisine, et les deux dents frottaient l'une contre l'autre en s'aiguisant mutuellement. Une des proies favorites du hyénodon est le Poebrotherium, une sorte de petit chameau. Cet herbivore de moins d'1 mètre de haut a la taille et la vitesse d'un chevreuil. Mais le hyénodon est un prédateur furtif. Il compte davantage sur la force que sur la vitesse. Cet animal ne courait pas très vite. Il passait son temps à rôder, caché par la végétation. Il traquait puis se jetait sur ses proies au terme d'une courte chasse. Les spécimens plus gros utilisaient probablement leur poids pour jeter leur victime au sol avant de la tuer en la mordant au cou. Les énormes canines du hyénodon portent le coup de grâce. Comme les lions et même les chiens des temps modernes, ils utilisaient leurs canines pour attraper leur proie, l'étouffer, puis déchirer sa chair. Comme tous les prédateurs, ils devaient parfois se battre contre d'autres représentants de leur espèce. Et les grosses dents qui sortaient de leur gueule étaient très menaçantes. Le hyénodon dévore tout, même les dents. Les carcasses étaient souvent complètement démembrées. Il arrachait leurs têtes, leurs membres. Généralement, les hyénodons fracturaient les os de leur proie. On le sait parce qu'une bonne partie de leurs coprolites, leurs excréments fossilisés, contiennent des fragments d'os. Ces animaux tiraient le maximum d'une carcasse parce qu'autrement, ils risquaient de mourir de faim. L'espèce du hyénodon s'est éteinte progressivement, laissant la place aux mammifères prédateurs plus sophistiqués qui ont évolué à ses côtés. Petit à petit, ils ont été remplacés par les carnivores modernes, y compris les chiens, les chats et les belettes. Les renards et les loups modernes tirent parti de la morphologie gagnante des prédateurs primitifs comme le hyénodon. Dotés de crânes plus courts et plus légers, ces carnivores contemporains profitent de la puissante mâchoire du hyénodon, mais aussi d'une structure physique plus rapide, faite pour la chasse. C'est une combinaison meurtrière. Mais de nos jours, une grande et forte carrure demeure un atout de taille pour un prédateur. Surtout si l'assassin poids lourd peut aussi compter sur 2 dagues monstrueuses pour terrasser ses adversaires. Ce félin géant garde ses armes fatales bien en vue. Nul besoin d'armes secrètes quand on possède 2 des poignards les plus redoutables que la nature ait jamais créés. La forme de ces dents de sabre existe depuis longtemps, peut-être 35 à 40 millions d'années. On peut aller n'importe où dans le monde. Il est certain qu'un type de macaïrou dentiné ou félidé aux dents de sabre y a déjà existé. L'évolution convergente, la manifestation d'un trait unique chez différents animaux, a doté de nombreux animaux de dents de sabre dans l'histoire de la prédation. C'est manifestement un modèle gagnant, mais on se demande encore à quoi il pouvait bien servir. Une des meilleures réponses à cette question provient d'un des félins les plus redoutables de tous les temps, le smilodon. Le smilodon lance son attaque avec ses canines recourbées de 25 cm de long. Le reste de son corps est bâti en puissance. Son poids oscille entre 225 et 360 kg. Ses os épais supportent des membres musclés et un énorme cou. Il peut atteindre une vitesse de plus de 60 km/h. Et terrasser une proie 6 fois plus grande et 6 fois plus lourde.
Quel besoin a-t-il d'une telle puissance? Eh bien, le smilodon vit à l'époque des géants. Et pour abattre un géant, il faut posséder une grande force. Au cours des 2 derniers millions d'années, le smilodon a chassé sur les territoires de l'Amérique du Nord et du Sud. Il s'est éteint depuis 10 000 ans à peine. Cette période, le Pléistocène, connaît l'avènement de la faune géante, caractérisée par l'apparition d'animaux gigantesques comme le mammouth, le paresseux marcheur, l'ours à museau court et le bison. L'Ouest américain foisonne de troupeaux de bisons, une proie dont le smilodon est sans doute très friand. Le smilodon est peut-être capable de terrasser un animal de cette taille, en chassant en groupe. Ce type de chasse coopérative exige une capacité cérébrale plutôt sophistiquée. Il faut posséder l'habileté de raisonnement nécessaire non seulement pour coordonner le groupe, mais aussi pour comprendre qu'il faudra retarder son repas ou même y renoncer. Ce devait être assez terrifiant pour une proie de voir une bande de félidés à dents de sabre à l'horizon. Au moment propice, le groupe se jette sur un bison. Mais les smilodons sont vulnérables pendant l'attaque. La prédation est un métier risqué, voire dangereux. La proie n'a pas envie d'être une proie. Elle résiste, et en résistant, elle peut blesser son prédateur. Le smilodon ne pourra pas l'achever avant que la bande n'ait complètement immobilisé le bison. Mais ses puissantes pattes avant, garnies de terribles griffes rétractiles, sont conçues pour venir à bout d'une proie. Les smilodons avaient un ergot bien développé, mais en angle des autres griffes. Quand ils plantaient leurs griffes dans la proie, 4 d'entre elles étaient bien alignées, mais la 5e est à un angle de 90 degrés des autres. Quoi qu'elle tente de faire, la proie souffrait. Dès que la proie est immobilisée, le smilodon le plus proche du cou s'avance pour porter la morsure fatale. Mais c'est un moment dangereux pour un félin à dents de sabre. Les extrémités des canines saillantes des smilodons étaient aussi étroites et fragiles qu'une lame. Elles se brisaient facilement en recevant un coup latéral ou bien en frappant durement un os. Mais le cou d'un bison est une zone vulnérable, sans os, incapable de briser les canines du grand félin. Le smilodon devait probablement arracher les artères carotides, la trachée ou les veines jugulaires. Le cou ne manque pas d'éléments dont la mutilation entraîne une mort rapide. Le prédateur pouvait donc tuer sa proie très vite, ce qu'il protégeait ou du moins minimisait les risques encourus. C'était une mise à mort plus rapide que celle des tigres ou des lions modernes. De nos jours, les tigres et les lions sont les plus proches parents du félidé à dents de sabre. Mais même s'ils chassent en groupe, leur technique de mise à mort est très différente de la sienne. Ils suffoquent leur proie. Ces lions étouffent la proie en bloquant sa trachée pendant plusieurs minutes. L'animal ne peut pas respirer. Il finit par succomber, mais cette mise à mort peut durer plus de 5 minutes. Malgré l'efficacité de sa technique de chasse, le smilodon s'éteint peu après l'arrivée des premiers humains en Amérique du Nord, il y a environ 14 000 ans. Les humains se sont mis à chasser les proies favorites du smilodon. Les mastodontes, les mammouths, les bisons et les chevaux. Sa spécialisation dans la chasse du gros gibier est si bien ancrée qu'il ne peut pas adapter son comportement. La capacité d'adopter un régime varié, de devenir une espèce de généraliste plus ou moins omnivore, est une stratégie très efficace. Le fait d'avoir le choix entre différents types de proies protège une espèce contre l'extinction. Elle devient en quelque sorte le couteau suisse du règne animal. C'est une stratégie très efficace. L'évolution convergente a généreusement doté le smilodon d'une paire de dents de sabre spectaculaires. Mais une autre de ces créatures a hérité d'une caractéristique encore plus meurtrière,
la morsure du plus gros lézard de tous les temps sécrétait un poison mortel. Et grâce à lui, cet animal est devenu le plus terrible assassin de l'Australie. Depuis la préhistoire, les griffes et les crocs meurtriers, les mâchoires puissantes et la force brute forment l'arsenal meurtrier de tout bon prédateur. Grâce à l'évolution convergente, ces armes réapparaissent d'ère en ère. Et aujourd'hui encore, elles font partie de l'arsenal des plus grands assassins de la planète. On retrouve tous ces traits mortels chez le terrifiant Megalania, un prédateur australien lourdement armé, le plus gros lézard terrestre de tous les temps. On parle du lézard ultime. C'est l'animal à 4 pattes et recouvert d'écailles le plus cool qui n'ait jamais existé. À son arsenal d'armes fatales, le Megalania ajoute une morsure venimeuse qui lui permet de terrasser des proies beaucoup plus grosses que lui. Le venin a fait ses débuts sur la terre ferme grâce aux scorpions, il y a environ 300 millions d'années. Puis il a continué son évolution par l'entremise de créatures aussi diverses que la méduse, les insectes, les serpents, les araignées et même quelques espèces de requins. C'est l'arme secrète du Megalania. Elle lui permet de vaincre un adversaire qui pèse 6 fois son poids. Et l'ingrédient actif de son venin est un anticoagulant. C'est ce qui distingue un couteau ordinaire d'un couteau trempé dans du poison. Le venin amplifie l'effet des dents du Megalania. Le Megalania est un animal massif. Les plus gros spécimens mesurent 6 mètres de long et pèsent plus de 350 kilos. Mais leurs pattes solides les aident à se déplacer très rapidement. Il y a 1,5 million d'années, ses dents tranchantes comme des rasoirs, ses griffes acérées et sa morsure venimeuse lui permettent de terroriser le territoire australien. Il s'éteint il y a à peine 40 000 ans. Le règne du Megalania est typique. Là où vivent de grosses proies, vivent de grands prédateurs. Durant le Pléistocène, la mégafaune australienne était unique. C'est en Australie que se trouvaient les plus gros marsupiaux, les plus gros lézards et les plus gros oiseaux. Comme les autres lézards, le Megalania est un animal hétérotherme, incapable de contrôler sa température corporelle. Il compte sur le soleil pour se réchauffer et se mouvoir. Mais au besoin, il peut être extrêmement rapide. Il pouvait atteindre une grande vitesse plus rapidement que la plupart des créatures de la nature. Et il avait une vitesse optimale supérieure à celle de presque tous les autres animaux. De nos jours, un lointain cousin du Megalania domine encore la faune locale de l'archipel indonésien. En termes de comportement, d'écologie et de physiologie, le varan de Komodo est l'animal qui s'apparente le plus au Megalania. Ces deux animaux avaient sans doute les mêmes proportions physiques. Même si le Megalania est 4 fois plus gros que le varan de Komodo moderne, celui-ci nous donne quand même un aperçu de la férocité de cet animal préhistorique. J'ai observé des varans de Komodo. Ils peuvent escalader une colline plus rapidement que j'ai le temps de la descendre à la course. Impossible de s'échapper. Ce sont de véritables machines. Après son réchauffement matinal, le Megalania cherche la piste de sa proie favorite. Le diprotodon, un marsupial de plus de 2700 kilos. Il retrouve son odeur grâce à sa longue langue bifide. Ces prédateurs utilisaient leur langue bifide pour repérer des odeurs. Ils savaient ainsi quelle espèce animale était passée par là récemment. Après avoir repéré la trace d'un diprotodon, le Megalania le traque sous le couvert des hautes herbes. Court sur pattes, camouflé et incroyablement patient, l'ancien prédateur, comme le varan actuel, est un maître de la traque. J'ai une certaine expérience des varans de Komodo. L'un d'eux pourrait être caché à 1 ou 2 mètres de nous et on ne le verrait même pas. Arrivé près de sa proie, le Megalania n'a plus qu'à l'attraper, la mordre, puis l'achever. Et dès que le gros du troupeau de diprotodons est passé, il se précipite à la vitesse de l'éclair. Quand le Megalania était à une quinzaine ou une vingtaine de mètres de sa proie, elle n'avait plus aucun moyen de fuir. Lorsque le Megalania enfonçait ses dents dans sa proie, elle ne pouvait plus faire grand-chose, sinon se débattre pour essayer de lui échapper.
Les dents du mégalania sont striées comme celles du varan de Komodo, mais elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus dangereuses. Voici la dent d'un varan de Komodo adulte. Je m'intéresse particulièrement à cet effet de scie, cette dentelure des dents, à l'avant et à l'arrière. Les fibres protéiques sont poussées entre ces petites dentelures, ce qui crée un stress immense sur ces fibres, qui finissent par être coupées en deux. La proie tentait de s'enfuir, mais le mégalania la maintenait prisonnière. Ou bien il jetait sa tête en arrière, grâce à la superbe musculature de son cou, et il raclait ses dents à travers sa proie, ce qui creusait de larges sillons sanglants dans le corps de l'animal. Il pouvait arracher un gros morceau de chair dans le flanc de l'animal, dont le sang coulait ensuite à flot. Même une terrible blessure ne viendrait pas à bout de l'immense diprotodon, sans la dose de venin administrée par son prédateur. Les glandes venimeuses du mégalania devaient être alignées à l'intérieur de ses mâchoires, dans la cavité buccale, comme celle de ce varan de Komodo. Lorsque les dents lacéraient sa chair, le poison se mêlait au sang de la victime et envahissait son organisme. L'attaque d'un prédateur est aussi précise que n'importe quelle formule mathématique. Le venin vient en prime. Il amplifie l'hémorragie provoquée par la blessure. Même si l'animal réussit à s'enfuir, il a perdu un gros morceau de chair. Il est apeuré et terrifié. Il perd beaucoup de sang et il va finir par saigner à mort. Le mégalania n'a plus qu'à se servir de sa langue bifide pour retrouver la carcasse. Ensuite, il peut la manger. Ce copieux repas suffit largement aux besoins du mégalania. L'animal digérait un diprotodon assez rapidement, mais l'énergie qu'il retirait de sa viande lui permettait de survivre très longtemps. Comme il stockait le gras dans sa queue, il n'avait pas besoin de manger pendant quelques années. Il ne s'en abstenait pas nécessairement, mais quand on ne ressent pas la faim, on n'a pas besoin de sortir du lit chaque matin. Ce monstre léthargique peut se transformer en agile prédateur en un clin d'œil, puis retomber dans l'apathie. Malgré son venin meurtrier, cet assassin hétérotherme est peut-être victime d'un petit chasseur homéotherme. Un chasseur sans outil de survie manifeste, qui lui dispute ses proies et qui ose peut-être même chasser le terrible prédateur. Le mégalania et ses proies favorites ont-ils été anéantis il y a 40 à 50 000 ans par l'homme primitif? C'est possible, mais à ce jour, aucune preuve concluante n'explique pourquoi le mégalania s'est éteint. Même si tous ces assassins préhistoriques ont maintenant disparu, les formidables outils de leur arsenal meurtrier survivent dans les prédateurs modernes. Ils se sont progressivement raffinés, affûtés et aiguisés à travers les siècles. Mais essentiellement, ils représentent une évolution réussie. Si réussie que même si les espèces qui utilisaient ces outils ont disparu, ils existent encore, prêts à se répéter jusqu'à ce que la nature trouve un meilleur moyen de tuer.